Bonjour à tous. Donc je lance cette inauguration officielle de Sons de France. C'est un vrai moment de plaisir, d'émotion aussi, très franchement, dans la mesure où ça fait quelques années qu'on travaille sur ce projet et que l'ASAT nous ayant soutenus ces dernières années, ça a permis vraiment de donner une dimension radicalement différente et de l'amener quelque part où nous ne pensions pas pouvoir aller. Donc, effectivement, à l'origine, ce projet s'appelait Sons du Sud et avait pour vocation surtout de collecter des sons du sud de la France. Et avec l'arrivée de l'ASAT, ça a pris une autre ambition. Et donc maintenant, on est passé à un niveau national pour différentes raisons. C'est pas juste pour aller au-delà, c'est aussi pour donner plus de lisibilité au projet et le positionner dans un cadre, on va dire, qui n'existait pas antérieurement. Voilà. Donc je vais expliquer un petit peu quelle est la nature du projet ou la problématique finalement, et commencer par merci Johan. Commencer par dire finalement qu'est-ce que c'est qu'une ambiance dans un film d'abord, puisque c'est une sonothèque de son ambiance, et commencer finalement par qu'est-ce qu'un son, qu'est-ce que le son souvent pour un spectateur. Assez fréquemment, je parle vraiment pour des néophytes finalement, pour des spectateurs de cinéma qui ne s'interrogent pas nécessairement sur la fabrique. Assez souvent, il y a potentiellement, on va dire, une confusion entre son et musique. Bien souvent, le son d'un film, c'est la bande originale. Et donc ici, on est bien placé pour aborder la question de la musique, mais là, plus spécifiquement, on est quand même sur la question du son. Et donc, assez souvent, son et musique peuvent être confondus. Dans cette vision-là, le son est souvent limité à ce qu'il peut être dans son rapport à l'image, ou en tout cas dans son rapport imposé par l'image. C'est-à-dire finalement, souvent des voix, principalement des voix, voire d'autres éléments narratifs qui peuvent être des bruits, du bruitage ou des bruits d'une manière générale, des effets. En fait, qu'est-ce que le son dans un film ? C'est évidemment autre chose que simplement des voix et quelques bruits. Le son, il est évidemment porteur de signification, tout autant que l'image, du reste. Et donc, le son peut agir de mille manières pour à la fois nous amener dans la narration, mais également nous ancrer dans un récit, dans un lieu, etc. C'est aussi ce que je vais développer un petit peu davantage dans les différents usages des ambiances. Le son peut même, le cas échéant, c'est pas toujours si fréquent, prendre son autonomie par rapport à l'image. C'est plus rare, assez souvent quand même, le travail du son conduit à ce qu'il soit un petit peu inféodé à l'image, ce qui est logique aussi, hein. Mais en même temps, certains théoriciens souhaiteraient que le son ait encore davantage d'autonomie ou puisse se construire, en tout cas avec davantage d'autonomie. Alors, quels sont les éléments constitutifs de la bande-son ? Quand on place les sons dans une session de travail, de montage son, on catégorise ces sons sous forme de différents thèmes. Et ces thèmes sont les voix, sont les effets sonores, c'est-à-dire principalement des sons synchrones à l'image, des bruits, sont des ambiances et sont des musiques. Voilà, c'est 4, on va dire, grandes catégories qui constituent une bande sonore au cinéma. Alors, on va voir un tout petit peu quelques extraits d'un film qui a été réalisé par les étudiants de Satis cette année. Un film intéressant qui s'appelle Petit Sucre, un film de genre,
que je vais vous laisser découvrir parce que pratiquement on est sur la séquence de début. Alors comme ça, vous êtes détective privé? Je savais pas que ça existait, en dehors des films et des livres. Je suis désolée, je dois y aller. Mon mari va s'inquiéter. Donc ça, c'était la version avec la totalité des sons Alors, comme du ça, film. vous êtes détective Maintenant, privé. que les sons directs, donc que les sons enregistrés au cours du En dehors des tournage. films et des livres. Je suis désolée, je dois y aller. Mon mari va s'inquiéter. Voilà, direct et ambiance. Alors comme ça, vous êtes détective privé? Je savais pas que ça existait, en dehors des films et des livres. Je suis désolée, je dois y aller. Mon mari va s'inquiéter. Bon, donc, l'idée était de décortiquer un petit peu les différents éléments de la bande-son pour montrer ce que chacun peut apporter. Et donc, la dernière que nous allons regarder, c'est uniquement les ambiances. Donc on va basculer sur une autre séquence du film qui est située plus à la fin, où le travail des ambiances est déjà différent. Et on abordera par la suite les différentes fonctions ou les usages de ces ambiances. Avec la totalité de la bande son. Inspecteur Gadget, je t'ai perdu? Casse-toi avant que je te carre une balle dans le cul. Avec uniquement les sons directs, donc pris pendant le tournage. Inspecteur Gadget, je t'ai perdu?
Casse-toi avant que je te carre une balle dans le cul. Et avec l'ambiance seule. Alors on voit ici, ou on entend plutôt, enfin en audio-visionne, le fait que l'ambiance est finalement le son qui se confond peut-être le plus avec l'image, ou en tout cas qui est le moins saillant par rapport à l'image, ou qui est peut-être en tout cas celui dont on prend le moins conscience et qui nous vient le moins à l'esprit, moins que en tout cas des bruits ou qu'une musique. C'est en particulier évident sur le second extrait. Et donc, ben, tu peux passer la seconde slide. Donc, on a différentes fonctions qui émergent déjà à travers ce qu'on vient de voir. Différentes fonctions qui existent pour une ambiance. Alors, assez rapidement, on a identifié 3 fonctions. Enfin, c'est des fonctions classiques. Il y a une première fonction qui est une fonction liée au décor, que certains appellent une ambiance territoire, c'est-à-dire qui est décrite par l'ensemble des éléments sonores qu'on pourrait imaginer en in, qu'on voit en in ou qu'on imagine en off, et qui donc représente un lieu, qui représente un décor, qui représente un espace. Ensuite, il y a une deuxième fonction qui est une fonction liée à la capacité que va avoir cette ambiance de créer une continuité entre les séquences, ou entre les plans plutôt, entre des plans discontinus qui auront été montés et qui peuvent être d'ailleurs parfois à des endroits relativement différents ou relativement distants plutôt. Et cette ambiance continue va recréer une continuité d'espace et va redonner ce sentiment qu'on est dans un même lieu, et avec une contiguïté de ce lieu. Et puis, il y a une troisième fonction qui est peut-être moins habituelle pour les ambiances, qui est une fonction narrative, mais qui existe bel et bien. Qui est moins évidente, encore une fois, que des bruits, par exemple, ou que des musiques. Donc, voilà les 3 fonctions. Il y en aurait d'autres, mais elles peuvent être déclinées. Il y a des fonctions qui peuvent être aussi immersives. Il y a d'autres fonctions qui peuvent être évidemment analysées, mais on va dire que c'est peut-être les 3 fonctions les principales. Il y a un rapport son direct ambiance qui est assez fréquent, en tout cas chez le monteur son, qui est celui qui va généralement faire ce travail des ambiances après le monteur du film. Et donc ce travail des ambiances est généralement opéré à partir de l'analyse des directs, des sons directs, c'est-à-dire des sons issus du tournage. Et donc c'est ces sons qui vont guider bien souvent
le travail des ambiances dans un premier temps pour essayer tout simplement de les rendre les plus raccords possibles avec ce qui existe déjà précédemment dans la bande-son. Ensuite, il y a un rapport musique-ambiance qui peut être particulièrement passionnant, qui a été, dans la deuxième séquence qui a été visualisée, qui a essayé visiblement d'être travaillée, mais qui est pas si courante que ça, pour différentes raisons, qui sont aussi des raisons des fois de chaînes de fabrication, qui rendent un peu complexe le fait de pouvoir associer les ambiances avec les musiques. Pourtant, c'est assez incroyablement efficace. Et par moments, c'est tout simplement d'ailleurs le musicien lui-même qui travaille cette matière sonore et vient rajouter des ambiances qui vont fonctionner avec sa composition musicale. Et par moments, c'est une vraie concertation entre un monteur son ou sound designer et un musicien qui vont essayer de penser ensemble le rapport musique-ambiance. Mais si tout ça n'a pas été pensé très en amont et surtout validé par le réalisateur, il se trouve qu'à la fin, la décision finale se fait au moment du mixage et ça peut générer des frustrations que l'un ou l'autre soit finalement favorisé, voire totalement sélectionné. Voilà. Donc en tout cas, ce rapport musique-ambiance, il est quelque chose de passionnant, il est quelque chose, je le dis très rapidement, c'était pas nécessairement prévu, mais qu'on a essayé de favoriser au sein du département Satis avec un certain nombre d'exercices, mais qui est quelque chose sur lequel il y a encore, je dirais, beaucoup de travail à mettre en œuvre. Alors, comment une ambiance prend part à la narration ? On va peut-être tout simplement montrer un extrait rapide. Dick Morant is dead. Donc c'est une des particularités des films de David Lynch, d'ailleurs d'avoir introduit ce travail de mise en correspondance des ambiances et des musiques.
Et ici, les cordes frottées qui sont travaillées pour se mettre complètement en congruence, on va dire, en association avec les ambiances. Alors, on n'a pas la possibilité ici de séparer les stems et d'écouter les directs, les musiques à part, etc. Donc je vais juste me référer peut-être au moment où les ambiances sont les plus évidentes, en tout cas, parce qu'il arrive même que musique et ambiance se fondent et deviennent presque difficilement discernables. On part d'un drone et on a une corde frottée, violoncelle peut-être, qui vient se placer dessus, et derrière vient émerger d'autres bruits d'ambiance sourds. Et ensuite, bon, il y a le déplacement du personnage, Fred, qui va jusqu'à la baie vitrée. Et là, au cours de ce déplacement, il y a toute une partie d'ambiance où on entend en off, mais ça reste presque, on aurait presque l'impression, presque envie de dire que c'est des effets, tellement ils sont inclus dans la narration, et pourtant on est complètement en off, et ça reste totalement nature d'une ambiance, mais on entend des véhicules qui démarrent, on entend des crissements de pneus, on entend... et on est dans un travail qui relève complètement de l'ambiance et qui est là, pour le coup, incroyablement narratif, puisque on a un nombre de questions incroyables en tant que spectateur qui sont totalement du registre du narratif, c'est-à-dire est-ce que celui qui a parlé à l'interphone est en train de partir rapidement en voiture? Est-ce que c'est la police qui arrive? Est-ce que la sirène de police qu'on entend est en train de poursuivre le personnage? Est-ce que Fred Madison connaissait le personnage qui lui a parlé à l'interphone? Est-ce que, etc., etc., etc. Donc toutes ces questions-là, finalement, elles émergent aussi par cette petite succession d'éléments sonores off qui relèvent totalement du registre des ambiances et qui sont donc totalement narratives. Voilà, totalement narratives. Alors tu peux passer peut-être à la dernière slide. Donc, lorsqu'on crée une base de données de ces sons d'ambiance, qu'on a essayé un petit peu de préciser ici, il y a plusieurs problématiques qui émergent. D'abord, les ambiances sont des sons incroyablement complexes. Les recherches dans le domaine de la musique, par exemple, je caricaturerai pas du tout, mais les recherches dans le domaine de la musique et des voix en particulier nous ont amené à une identification de ces musiques, à un travail sur des patterns, un travail sur le temps, la mesure, etc., qui permet, sur les questions d'orchestration, les instruments de musique sont globalement et souvent harmoniques, donc avec une fondamentale et des harmoniques. C'est pareil pour les voix. Donc tous les travaux de recherche ont permis de faire à la fois de la synthèse et à la fois de la reconnaissance des voix et des musiques. C'est beaucoup plus compliqué pour les ambiances. Parce que une ambiance comme la circulation automobile, une ambiance comme le ressac de la mer, une ambiance comme une ambiance de stade vélodrome, sont des sons qui sont de nature extrêmement différente et compliquées à analyser. D'où la nécessité, pour l'instant encore, ça changera, c'est évident, il y aura des modèles qui vont permettre peu à peu de reconnaître des ambiances. C'est vrai, hein, il y a des reconnaissances automatiques d'ambiance, ça existe. Comme d'habitude, c'est souvent dans des applications militaires. Et on sait identifier, par exemple, si un drone arrive dans une zone ou quelque chose comme ça. Et donc avec une reconnaissance, évidemment, de ce son-là. Mais on est sur des sons mécaniques et on n'est pas du tout dans la diversité des sons que j'ai pu évoquer jusqu'à présent. Donc on a un guide quand même qui est la question des 3 écoutes du son, qui va nous permettre d'identifier ce son et de le qualifier pour pouvoir l'indexer dans une base de données. Donc c'est le guide somme toute assez classique des travaux de Pierre Schaeffer, qui en plus, c'est pas inintéressant, recouvre relativement les 3 fonctions des ambiances qu'on a identifiées tout à l'heure. C'est-à-dire la fonction territoire, elle est principalement liée à une écoute causale, c'est-à-dire qu'elle essaye d'identifier la cause du son, ce qui a produit ce son.
la fonction fonctionnelle du son, c'est-à-dire qu'il lisse, qui recrée un espace-temps continu. C'est une écoute qui est une écoute souvent réduite, c'est-à-dire en tout cas qui permet d'identifier que ce son est bien continu, qu'il n'y a pas trop de saillance, qui va parvenir à recréer cette fluidité entre les ruptures de plan. Et la dernière écoute renvoie à une écoute finalement, la dernière écoute qui est sémantique, qui s'intéresse au sens du son, renvoie à un usage narratif finalement de ces ambiances. Voilà. Donc on peut écouter un son en se focalisant sur ces trois types d'écoute et essayer de décrire ce qu'on entend avec des mots. Une des difficultés, bien sûr, c'est d'arriver à ce que les mots qu'on utilise soient des mots qui soient reconnus par tous, c'est-à-dire des mots qui vont être reconnus en particulier par les professionnels. Donc une des difficultés est d'arriver à sélectionner ces mots, à choisir ces mots, ce qui nous a amené dans la solution de la Sonothèque à travailler sur des propositions qui sont faites. Johan va vous montrer ça. Donc on a des interfaces qui guident la manière dont on va qualifier ces sons d'ambiance. Et on essaye aussi d'introduire des mots qui sont des mots utilisés par les professionnels, communément utilisés par les professionnels. Donc d'essayer de les identifier, d'essayer de prendre en compte les évolutions de ces mots-là, puisque socialement, ça vit, et les mots se créent, se défont, se refont, il y a des anglicismes qui sont utilisés, et donc il faut aussi intégrer cette évolution possible. Voilà, donc voilà la problématique de comment qualifier des sons d'ambiance pour pouvoir les indexer dans une base de données. Et donc je laisse la parole à Johan, qui va nous montrer maintenant le dispositif qu'on a essayé de créer. Merci, bonjour. Donc, effectivement, la base, en fait, la matière première un peu de la Sonothèque, c'est les mots et la caractérisation du son, qui peut aussi passer par des critères, on va dire, physiques et des caractéristiques, on va dire, techniques ou scientifiques du son qu'on va aussi intégrer. Mais déjà, le premier travail, c'était d'établir ce qu'on appelle un thésaurus, un ensemble, un répertoire de mots qui évoquent, qui décrivent le son. Et cette étude, elle avait déjà été beaucoup amorcée par un collègue à nous, Jean-Michel Denisard, qui s'est basé sur des études avec des monteurs son professionnels et des entretiens avec eux, grâce à un questionnaire qu'il leur a fait parvenir. Et ce questionnaire a fait ressortir les habitudes de travail, déjà, des habitudes de travail dans la recherche des sons. Comment un monteur s'y prend, quels sont les mécanismes qu'il met en œuvre pour rechercher le son qui lui paraît idéal pour une séquence ou pour un effet donné, on va dire. Donc, grâce à ces entretiens, et à une analyse de tout ça, et à des liens entre les termes, entre les occurrences, quel terme appelle un autre terme, etc., on a pu dégager un thésaurus qui comprend aujourd'hui plus de 2500 termes, et 40 critères de recherche. Alors, pour vous donner une petite idée, en fait, on a créé des catégories, et dans chaque catégorie, il y a des descripteurs et des termes qui correspondent, et on a cherché des critères qui permettaient vraiment d'attaquer la recherche du son de différentes façons. Par exemple, on peut déjà... Alors, déjà, où est-ce que j'ai mis ma souris? Elle est là. Le type d'ambiance, en fait, parce qu'une ambiance peut avoir différents types. Tout à l'heure, Rémi parlait de drone. Un drone, c'est vraiment un son qui est très plat et presque un bruit, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment identifier ce qui va se passer dedans. Les fonds d'air, ça correspond à des ensembles à des pièces vides. Les roulings, c'est pour les transports. Donc déjà, on a une catégorisation des ambiances. Ensuite, on peut faire une recherche par la structure, c'est-à-dire le lieu dans lequel a été enregistrée l'ambiance. Donc
Donc ça peut être des lieux urbains, les lieux naturels, la montagne, la mer, etc. Donc on a essayé de trouver un maximum de termes. On a des critères aussi de temps, sur la saison, sur le moment de la journée. Et puis les fameux éléments causaux ou narratifs. Donc les éléments causaux, c'est les actions, les sources qui sont intégrées dans ce son. Et les éléments narratifs, c'est plutôt ce qui va avoir un pouvoir d'évocation, on va dire, dans le son, ou qui va dégager des émotions, ou quand on a vraiment une progression aussi, une évolution dans le son. Et donc voilà, chacune de ces catégories, alors si on déplie, bon voilà, en tout ça fait 2500 termes. Et puis on a aussi des critères techniques sur l'enregistrement, les micros utilisés, etc. Parce qu'on peut aussi, pour des raisons notamment peut-être d'homogénéité avec le travail qui a été fait avant, chercher tel format de son ou tel type de micro pour l'enregistrer. Et ensuite, on a des caractéristiques physiques sur le niveau, notamment, sur la dynamique du son aussi qu'on peut mesurer. Donc, si on cherche quelque chose de très dynamique, on peut soit le décrire par des mots, ou soit carrément, on va pouvoir entrer des valeurs de recherche. Alors, l'idée pour le nouveau prototype, c'était évidemment de reprendre ce qui existait déjà et qui avait déjà un vrai caractère innovant dans le site Son du Sud, notamment par l'intégration des aspects narratifs du son et causaux. Et puis d'y ajouter des nouvelles innovations et des nouveaux critères de recherche. Et d'avoir une interface aussi, de travailler sur une interface qui soit vraiment lisible, claire, et qui favorise vraiment ce qu'on appelle le workflow, c'est-à-dire l'aisance de travail et la rapidité de travail. C'est-à-dire, il faut voir qu'un monteur son, dans une journée, autant il peut faire 2000 clics, ou peut-être 20 000, et si on peut diviser ça par 3 ou par 4, ça fait quand même beaucoup de temps de gagner. Donc il y a un gros travail aussi d'interface utilisateur. On a cherché aussi à intégrer des algorithmes qui allaient aider la recherche, notamment sur les niveaux sonores, c'est-à-dire qu'à partir du fichier son, on va faire des calculs dessus qui vont dégager des caractéristiques sur lesquelles on va pouvoir centrer la recherche. Ça concerne aussi bien les ambiances aussi, et un autre type de son qu'on a décidé d'intégrer dans cette nouvelle version qui s'appelle les réponses impulsionnelles. Une réponse impulsionnelle, en gros, c'est l'empreinte acoustique d'un lieu. On fait un enregistrement avec un protocole spécifique. C'est un peu quand vous entendez clapper un ingénieur de son, un acousticien qui tape dans ses mains pour écouter la réverbération. C'est un peu ce principe-là, si vous voulez. Et du coup, l'idée aussi, à terme, c'est de développer un protocole qui puisse, quand on enregistre une ambiance, dans certains cas, quand ça le permet, qu'on puisse aussi enregistrer cette empreinte acoustique de façon à ce qu'ensuite, en mixage et en montage, on ait vraiment le son d'ambiance qui a été enregistré dans un lieu, mais aussi l'empreinte acoustique qui va permettre, en fait, en gros, de faire que les autres sons qu'on va rajouter vont avoir la même réverb, si vous voulez. Donc, on a développé aussi un moteur spécial pour ces sons-là, avec des critères aussi spécifiques pour ces sons de réverbération. Et puis, il y a une innovation aussi très forte qui a été intégrée, qui a été amenée par Jean-Michel Denisard, qui a travaillé sur le projet au début, qui avait fait son mémoire aussi sur ce projet, qui est le profil acoustique, que je vous montrerai un peu plus tout à l'heure, qui est en fait, je suis un peu devant, en fait, l'idée, c'est d'avoir 8 critères, des critères, on va dire, importants dans le son, qui sont des critères qui sont souvent recherchés, et qui vont dégager en fait un profil, c'est-à-dire ce qu'on appelle un radar aussi, un graphique radar, qui va permettre d'avoir un peu une autre identité visuelle. Et alors, c'est assez nouveau, mais pour l'avoir travaillé, en fait, aussi, avec le temps, on s'habitue bien à voir la forme, elle s'oriente plus ou moins d'une certaine façon, si le son est très réverbéré, s'il est très dynamique, si on a aussi inclus des critères de source, c'est-à-dire est-ce que dedans on va avoir des sources humaines, c'est-à-dire tout ce qui est voix, circulation, pas, présence. Est-ce qu'on a des sources naturelles, les animaux, les oiseaux, le vent, pardon, pas le vent justement, mais des feuillages, etc. Et puis les sources météo, justement le vent, la pluie, les orages. Donc en fait, le graphique s'oriente et on va pouvoir faire une recherche aussi grâce à ces critères-là sur une plage de critères
Voilà. Cet outil, en fait, il répond, il s'inscrit dans un secteur qui est en pleine expansion et qui va répondre à... Aussi, on parle beaucoup de cinéma, mais il faut savoir qu'un son d'ambiance, comme Rémi l'a expliqué aussi, c'est vraiment un liant déjà. Quelque part, n'importe quel petit montage audiovisuel, vous avez un direct, peut-être que là, s'il devait y avoir une chose en plus finalement, parce que quand on coupe des images, ben, ça fait des cuts de son qui font des choses qui sont pas raccords. Donc derrière, l'ambiance, elle a vraiment un rôle primordial dans un montage, et c'est pour ça que on va pouvoir l'utiliser, on doit l'utiliser dans n'importe quel type de, même un petit montage, justement, par exemple les youtubeurs, web médias, les pubs, le cinéma évidemment. Donc ça et aussi beaucoup donc le jeu vidéo, le secteur du jeu vidéo qui, en termes de composition sonore et d'intégration du son dans une scène, et on peut le dire presque en avance à mon avis sur le cinéma aussi, parce qu'il y a vraiment des innovations qui sont fortes et il y a des aspects narratifs aussi qui sont vraiment développés et qui utilisent vraiment le son. Donc en fait le prototype il s'inscrit vraiment dans un marché qui est très porteur, qui est en pleine expansion et où il y a une vraie demande, et qui en plus, le moteur, il peut aussi avoir une autre fonction, c'est une fonction de classification. C'est-à-dire qu'aussi, ce qu'on aimerait viser, c'est qu'il se présente aussi comme un moteur de recherche et comme un outil en fait, de classification des sons pour des banques qui sont déjà existantes. Donc il y a pas mal d'aspects. Et ça permettrait par exemple à un monteur son aussi, c'est une aide pour indexer les sons si vous voulez aussi, ce qui est une vraie problématique aujourd'hui. Après ça passe aussi, on a eu des réunions justement avec des professionnels là-dessus, sur ces problématiques-là, sur une harmonisation de tout ça et des habitudes des professionnels, parce qu'en gros le problème c'est que chaque monteur son a sa façon de renommer les sons, et on essaye de proposer quelque chose qui puisse convenir de base, comme base à un maximum de personnes. Le prototype aussi, il a une fonction patrimoniale, puisque c'était aussi un petit peu la philosophie du projet à la base avec Son du Sud, puisque ça a commencé à la Durance, sur des prises de son de la Durance, et l'idée aussi c'est de mettre en avant, enfin de mettre en avant aussi des sons issus des différentes régions aussi, et qui sont un peu typiques et qui peuvent caractériser des endroits, des ambiances régionales, locales, et de mettre ça en avant aussi. L'idée aussi, c'est d'offrir quelque chose de très qualitatif, avec des sons de haute qualité, grâce notamment à... On travaille sur un protocole de prise de son aussi pour vraiment s'assurer d'avoir quelque chose qui soit le plus exhaustif possible et avec des sons de très haute qualité, et puis des sons, par exemple, multicanaux, c'est-à-dire qu'ils puissent être utilisés dans le jeu ou dans le cinéma, ou même aujourd'hui dans la réalité virtuelle ou sur YouTube. On a de plus en plus de choses qui sont proposées au niveau du son 3D, par exemple. Donc on a réfléchi aussi à comment intégrer ces sons-là dans le moteur de recherche. De façon aussi à ce qu'on puisse trouver dans la sonothèque des sons qu'on ne va pas forcément trouver ailleurs, ou alors qui vont être compliqués pour quelqu'un qui veut aller enregistrer ces sons-là, parce que quand on part dans du son 3D, etc., ça demande des protocoles et un travail qui est quand même très spécifique et qui demande un vrai savoir-faire. Donc le Son de France veut vraiment se placer aussi sur ce secteur-là. Et puis l'idée enfin, pour finir avec la vision globale du prototype, c'est qu'on a développé le prototype pour qu'il soit portable. C'est-à-dire qu'en fait, le cœur du projet, c'est une base de données, et qui a été écrite grâce à des partenaires développeurs informatiques, de façon à pouvoir être adaptée soit comme, sous forme d'un site web, comme on va le voir ici, mais aussi qui puisse ensuite être porté sous forme de logiciel, voire qui puisse s'inclure dans d'autres logiciels, notamment les stations de travail des professionnels. Donc la forme simple, on va dire que c'est la page web, le moteur de recherche page web, mais ce moteur, on peut le récupérer derrière pour pouvoir ensuite avoir une vision plus large et plus spécifique, notamment pour en faire un véritable outil professionnel qui s'inclurait comme moteur de recherche dans les stations de mixage et de montage. Donc voilà. Alors, on va vous montrer un peu la bestiole quand même.
J'en profite juste pour vous dire, la SAT est une boîte à outils qui a pour but de soutenir l'innovation issue de la recherche publique. Et c'est à ce titre qu'on est intervenu, qu'on intervient, pour soutenir justement cette innovation qui est issue du laboratoire PRISM et du département SATIS de l'Université d'Aix-Marseille. Et à ce titre, aujourd'hui, donc, la Sonothèque bénéficie de nombreuses bonnes fées, de nombreux soutiens et partenaires. Et le prototype dont on va vous montrer les premières images, qui est en cours de finalisation, est à la recherche finalement de partenaires, de structures porteuses et de quelle que soit la façon dont on pourra matérialiser le fait qu'aujourd'hui, ce bébé, ce prototype doit vivre pleinement sa vie de manière autonome et qu'on cherche la meilleure manière de lui faire vivre justement sa vie la plus belle et la plus épanouie possible. Donc c'est aussi une très bonne opportunité pour nous d'avoir le plaisir de pouvoir vous présenter lors des 20 ans du FIFA ce nouveau prototype, puisqu'on est quand même là dans l'antre de la semaine cinéma et musique. Donc on est en plein dans le cœur de notre sujet. Je repasse la parole à Johan. Merci. Alors, donc, voilà la page principale. Alors, c'est un prototype qui est encore en développement et on a pas mal d'idées aussi à rajouter. Mais on a ici donc, tout commence par une recherche. Et donc, on va pouvoir taper un mot-clé, par exemple oiseau, et vous voyez qu'en fait, on a des termes qui sont proposés et qui peuvent être validés. On peut en mettre plusieurs, évidemment, et on peut les cumuler. On veut choisir aussi donc un type d'ambiance, comme je vous le montrais tout à l'heure dans le thésaurus, fond d'air, silence, ruling, nappe, voilà. Alors les voilà, c'est tout ce qui est quand on a des voix qui sont pas très distinctes. En fait, il y a tellement de voix qu'on n'entend pas vraiment et ça fait voilà, voilà, voilà. Donc on appelle ça voilà. Et les vents seuls qui sont aussi qu'on a dégagés parce que c'est quelque chose qui est très important dans la recherche des sons et qui est vraiment à part, on va dire. On va pouvoir choisir aussi, évidemment, si on veut une ambiance intérieure ou extérieure. Ça, c'est quelque chose qui va déjà faire un gros tri. On peut aussi choisir de rechercher par auteur, si on est fan d'un preneur de son en particulier, par exemple. Et ensuite, on a des caractéristiques techniques. Alors, le nombre de pistes, en fait, c'est quelque chose qui est déjà... là, ce qu'on a fait apparaître, c'est vraiment les critères les plus importants. Une recherche générale, le type d'ambiance, l'intérieur-extérieur et le type d'auteur, si on veut retrouver ses sons à soi ou si on veut retrouver les sons d'un preneur en particulier. Et le nombre de pistes, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut quelque chose de mono? Bon, ça, c'est de plus en plus rare, on va dire. Stéréo, ou ensuite des formats multicanaux. En 2, 3, 4, 5 ou 6 pistes, évidemment. Ça pourra même évoluer si la technologie avance. Enfin, on peut faire plus aujourd'hui, mais bon, déjà 6, c'est pas mal quand même. Une durée aussi minimum, parce que c'est souvent, ça c'est un critère important aussi. On sait qu'on a une scène qui dure 4 minutes, donc on ne va pas aller s'embêter avec des sons de 2. Donc nous, dans le protocole, on essaye d'avoir à chaque fois un minimum de 3 minutes de son d'ambiance. Ensuite, on a des onglets un peu plus spécifiques, c'est-à-dire qu'ensuite, en fonction du type de recherche ou des habitudes de travail aussi de l'utilisateur, on va pouvoir faire une recherche donc, par décor. On retrouve donc là, en fait, on retrouve ce qu'on avait dans le thésaurus tout à l'heure, la structure. Et là, toujours pareil, on a toute la liste qui est regroupée par catégorie, mais en fait, c'est un moteur qui est suggéré, donc je peux taper centre-ville, par exemple. On a le moment, on retrouve le moment donc, de la journée, la saison. Et puis, les éléments causaux, par exemple, un chien. Ah, il ne l'a pas pris. Et puis les éléments narratifs, donc ça c'est plutôt du caractéristique de sensation ou d'émotion que va dégager le son. Alors, on peut aussi donc faire une recherche par qualité par type d'enregistrement. Ah, j'ai zoomé pour rien. Donc ça, c'est des caractéristiques d'enregistrement sur le format numérique du son, on va dire. Le format de prise de son aussi, si on est sur
On a repris, pour ceux qui connaissent, les couples, les principaux types de prise de son en multicanal. Le type de microphone, donc par marque et par modèle, et puis pareil pour les enregistreurs, et puis la directivité du micro, caractéristique des micros, savoir si c'est des micros qui sont plus ou moins capables de prendre autour ou de manière axiale. Ensuite, on a une fonction de géolocalisation. Et oui, alors malheureusement, je ne peux pas vous montrer l'affichage des résultats, du coup, c'est un peu dommage. Bon, alors le site, il est encore, comme vous le voyez, en phase de prototypage. Et on a aussi, je ne sais pas si vous avez vu en haut, en fait, on a intégré un lecteur avec on essaye d'avoir un lecteur qui soit vraiment le plus professionnel possible, déjà avec un affichage des niveaux crête et du volume efficace, enfin du niveau efficace. Et puis on va aussi avoir ce qu'on appelle un corrélateur de phase qui permet aussi d'avoir une idée sur la stéréo et la corrélation des canaux. Et l'idée aussi, c'est vraiment de faciliter le tri ensuite des résultats, c'est-à-dire que si la recherche nous donne 15 résultats, on puisse ensuite vraiment nettoyer entre guillemets cette liste le plus facilement possible pour réduire ensuite un nombre d'occurrences vraiment très réduit et le plus pertinent possible, en mettant ensuite en favori pour pouvoir réécouter aussi les choses. Et puis on essaye aussi d'avoir un moteur qui permette d'avoir une écoute de haute qualité, contrairement à la plupart des sites de recherche de son. C'est-à-dire que ce qu'on aimerait, c'est avoir le choix, en fait, selon le débit et selon la connexion qu'on a, de pouvoir écouter sans compression, c'est-à-dire sans perte d'information, si on est sur un débit de qualité, ou alors de basculer en mode, on va dire, MP3 réduit, pour avoir une écoute beaucoup plus fluide et rapide, mais aussi de permettre quand même d'avoir, surtout sur des sons d'ambiance où il y a beaucoup de choses qui se passent, d'avoir une très bonne résolution d'écoute, en fait. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Johan. Voilà. Merci pour cette présentation, enfin à vous deux, merci à vous deux, très complète. Comme l'heure a avancé et que je pense que c'est surtout intéressant d'avoir vos réactions ici sur le plateau, dans la salle, pour commenter ce travail et tout ce qui vient d'être dit, le temps qu'on revienne peut-être sur l'image du site. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires à faire. Voilà, Christophe, merci. Alors, je rappelle Christophe, compositeur. Oui, parce que moi j'ai pris des notes pendant que ça causait, pendant les trous. Alors, sans revenir sur Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Alors, la nomenclature, elle est super importante. Mais finalement, on voit que de plus en plus de gens utilisent le mot son pour la musique. Mais derrière, peut-être, surgit le fait que quand on dit « fais-moi écouter ton son », on abandonne toute la notion de la composition et du mot auteur de la musique derrière. Je ne veux pas faire le machin, mais le vieux schnock, mais n'empêche que c'est bizarre, parce que quand on dit un son, finalement, on abandonne les droits d'auteur. Donc, alors, peut-être faut-il faire rentrer le sound design et l'écriture sonore dans le droit d'auteur. Ça, c'est une autre question. Quelquefois, l'ambiance, elle peut aussi pallier au manque de figurants. Dans Hiroshima, mon amour, René dit là on a mis un son de circulation intense alors qu'il n'y avait personne en bas et on voit juste la fenêtre et ça aide bien pour des questions budgétaires. Voilà. Il y a la valorisation du patrimoine, mais il y a aussi la mémoire du patrimoine. C'est-à-dire que quand on est dans un lieu et qu'on enregistre une petite faune, parce que la flore, on s'en fout un peu, elle fait rarement du son, elle est marguerite, mais bon, la faune fait un son particulier. Quand une autoroute 15 ans après passe, c'est fini, on a perdu ce lieu. Donc plus on participe à la mémoire et mieux c'est pour les générations qui suivent. Il y a une petite affichette là, je crois, quand on va faire pipi, d'un film sur lequel j'ai bossé, qui s'appelle Chienne d'histoire, qui a eu la Palme d'Or du court-métrage, film
pour lequel je n'ai pas fait la musique, comme quoi on peut être aussi un peu bizarre dans la vie, mais j'ai fait le sound design et le mixage du film. Il a eu la Palme d'Or et je me suis hyper intéressé au son des clarinettes et des chiens, que j'ai essayé d'accorder aux clarinettes pour que l'ambiance et le sound design fassent, enfin la musique et le sound design fassent plus qu'un. Donc ça c'est aussi pareil, le dialogue. Alors quand moi j'ai pas dialogué avec le compositeur, mais dans le jeu vidéo, on a de cesse de dialoguer avec les sound designers et les références d'images. Après, il y a quand même une réflexion aussi à avoir sur cette nomenclature et sur les moteurs de recherche. C'est que finalement, quand on connaît bien SoundMiner et quand on connaît bien les banques de sons, enfin Thierry, il va pouvoir peut-être en parler, c'est que on les connaît tellement qu'on dit « Oh, c'est le son 28 de la banque machin, du truc à un truc ». Ça veut dire que, est-ce que par la nomenclature, on n'est pas aussi, hélas, en train d'uniformiser le son au cinéma? Voilà, c'est une question de merde, ça je l'avoue, mais c'est intéressant. Juste pour appuyer, on a eu un débat à l'AFSI à ce sujet, enfin au sujet de votre sonothèque, et c'est vrai qu'il a été évident que souvent les monteurs son classifient leur son par film qu'ils ont fait. C'est d'abord le titre du film et après ils recherchent. Donc ils ont cette mémoire-là. Alors c'est vrai que pour partager, c'est plus facile d'avoir une nomenclature plus généraliste, mais c'est vrai que le meilleur interface, c'est de bien connaître sa sonothèque. Donc voilà. Bonjour. Peut-être je dois me présenter. Moi, je donne des cours de son et de musique à des cinéastes et ça donne autre chose parce que je ne parle pas du son du côté technique, mais plutôt de l'écoute. Moi, je parle de l'écoute et je ne sais pas, je suis toujours en plein admiration pour ce grand travail d'identifier les sons. Mais en effet, le son n'existe pas sans l'écoute. Et voilà, peut-être c'est aussi quelque chose à visionner parce que l'écoute, voilà, il y a l'article de Roland Barthes qui parle aussi des différentes manières d'écouter. Et là, il y a l'écoute panique qui veut dire l'écoute très ouverte. Et voilà, dans ma recherche, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le rapport mouvement et son dans l'écoute, qui est aussi une manière d'identifier qui pourrait être intéressant pour des gens, parce que je pense aussi ça peut être intéressant pour des gens qui sont du spectacle, des gens qui font l'art du son. Voilà, ça va beaucoup plus large que seulement l'audiovisuel, les médias audiovisuels, comme on définit maintenant. Et voilà, là, il y a quand même aussi tout un créneau qui est très intéressant parce que, voilà, moi, j'ai lié ça à les qualités du mouvement et c'est quelque chose qui est lié à la recherche de, comment dire, je pense que vous appelez ça neuron miroir, oui, neuron miroir, qui est assez récent comme travail, mais qui travaille beaucoup sur cet aspect de qualité de mouvement, qui pourrait être intéressant de lier ça avec ce dynamique de son qui est très lié à ça. Et puis aussi, seulement une question, est-ce que c'est aussi lié aux droits d'auteur de son? Parce que je sais, du côté de son, il y a pas mal de gens qui ont travaillé là-dessus. C'est seulement quelque chose... Juste encore une dernière petite question aussi. C'est comment on la nourrit, votre sonothèque? Est-ce qu'il y a des gens qui participent, des ingénieurs du son, qui vont adhérer à votre, entre guillemets, association de malfaiteurs pour pouvoir apporter, non je rigole, pour apporter de l'eau au moulin, pour nourrir la sonothèque? Et est-ce qu'après, vous avez un mode d'emploi à fournir sur justement la nomenclature, le mode d'emploi voilà, parce qu'il y a tout le monde n'est pas forcément dans une démarche comment on appelle ça, commercialisation du son. Et parlez un peu aussi de la commercialisation de votre son. Tu veux répondre à tout ça dans un premier temps? Je vais essayer parce que c'est évidemment des questions terriblement pièges.
Alors, pourquoi Pourquoi? Parce qu'effectivement, cette question fondamentale, on en parlait avec Thierry tout à l'heure, de la question du modèle économique est une véritable difficulté. C'est-à-dire que si cette sonothèque a effectivement, à un moment donné, en particulier avec l'apport de la SAT, une vocation à devenir un dispositif financièrement qui puisse fonctionner financièrement, il reste à trouver effectivement le modèle. Alors, le modèle, il n'est pas très très simple à inventer, en particulier si on se cantonne dans le domaine du cinéma, qui est quand même à la base celui qui nous a le plus intéressés. Pourquoi ? Parce que de toute façon, les monteurs son, si ce sont ceux qui sont les plus visés par notre démarche, sont en même temps ceux qui sont le plus en capacité de récupérer des téraoctets de données qu'ils vont se passer de main en main ou qu'on récupère, etc. Donc, alors, récupérer un téra de données audio en même temps, c'est pas savoir naviguer dedans pour savoir ce qu'il y a dedans. Typiquement, c'est justement avoir une masse d'informations qu'on peut pas trier. Donc, quand même, à un moment donné, ça devient utile de pouvoir les trier, les classer, pour pouvoir les retrouver. Donc, je dirais que l'utilité de ce dispositif, quoi qu'il en soit, il persiste. Voilà. Mais c'est vrai qu'en même temps, les monteurs son, bon, tous les entretiens qu'on a pu faire avec Jean-Michel en particulier, ont bien montré quand même que bien souvent, il y a deux phases de travail chez le monteur son. Il y en a une, alors je ne généralise pas, hein, parce qu'évidemment chaque situation est un cas particulier, mais c'est un petit peu ce qui ressortait après saturation, on va dire, ce qu'on appelle saturation dans la recherche, c'est-à-dire après avoir fait un certain nombre d'entretiens, il y a des choses qui émergent et qui ne se renouvellent pas avec un nouvel entretien. Donc on s'arrête là, à une position qui nous semble celle qui est communément... Alors, qu'est-ce qui apparaît ? Il apparaît que, en fait, il y a des énormes contraintes de productivité qui rentrent en ligne de compte, à la télévision a fortiori, mais aussi au cinéma, et que finalement, les monteurs vont bien souvent, pour certaines séquences, aller très vite, en particulier pour des fonds d'air, pour des choses comme ça, essayer d'aller assez vite. Assez vite, ça veut souvent dire savoir à l'avance quand même un petit peu les sons qu'on va utiliser et donc aller assez rapidement vers ceux qu'on connaît déjà, qu'on utilise souvent, et pour pouvoir se garder du temps pour quelques séquences où on a envie de rentrer dans justement cette phase du narratif, parce que finalement le narratif, bien souvent, c'est un peu la cerise sur le gâteau, faut bien le dire. C'est-à-dire que on va commencer par des fonds d'air pour travailler sur des ambiances fonctionnelles, celles qui vont souder les plans. Ensuite, on va travailler sur du décor. Et là, c'est l'image qui nous guide et c'est les sons directs qui nous guident. Et ensuite, on va travailler sur du narratif. Mais on ne va pas pouvoir le faire sur toutes les séquences, parce que d'abord, ce serait superflu. Et qu'ensuite, on n'aurait pas le temps de le faire. Donc, en réalité, on essaye d'aller vite sur certaines séquences pour pouvoir se donner du temps sur d'autres. Alors, c'est sur ces séquences-là que les choses se jouent, on va dire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant de pouvoir sortir un son qui aurait justement une vocation narrative, et d'arriver à faire sortir le bon son, ou avec des propositions des fois qui sont d'ailleurs pas nécessairement celles qu'on avait imaginées, mais qui vont nous décaler, et finalement en la testant on se rend compte que ça peut être intéressant. Donc tout ça pour dire, finalement pour essayer de retomber sur la question, que le modèle économique dans le domaine du cinéma, dans une majorité de cas, les monteurs son vont utiliser des sons qu'ils connaissent déjà. Ils en ont, j'en sais rien, 1000 en tête, parce qu'on en a très vite 1000 en fait. On en a très vite 1000 et on connaît même souvent d'ailleurs le nom par cœur. Donc bim, on y va, toc, on le retrouve. Et donc c'est pour quelques sons que ça se joue, quelques séquences intéressantes. Et comme les monteurs son ont souvent de la matière, c'est assez difficile, sachant que ces séquences particulièrement intéressantes d'un point de vue narratif, elles n'existent pas non plus toujours dans tous les films. C'est finalement pas si évident que ça d'avoir un modèle économique où on va dire qu'un monteur son va aller dans cette base de données et va aller récupérer 100 sons pour son film. Voilà, ça c'est et les acheter. Donc je pense que de toute façon, dans le modèle économique, il faut effectivement ouvrir vers d'autres usages. C'est absolument sûr.
C'est absolument certain. Et d'ailleurs, c'était tout de suite à la SAT une des idées qui avait été émise. Alors évidemment, on a le jeu vidéo, mais aussi on a effectivement, globalement, la production de plus en plus nombreuse de médias et peut-être la pertinence d'un moteur comme ça, qui pourrait pourquoi pas être, dont les fonctionnalités pourraient pourquoi pas être intégrées directement sur un gros moteur de recherche, etc. Donc de toute façon, on est dans une phase prospective et donc on essaye d'inventer aussi des modèles en même temps qu'on avance sur la recherche. Voilà. Donc c'est pour ça que la SAT nous accompagne. Et c'est pour ça qu'on n'a pas encore toutes les réponses à ça, finalement. Alors, sur la question des droits d'auteur, typiquement, dans le domaine du cinéma, c'est une vraie problématique, puisqu'on sait que s'il y a un chef opérateur du son, par exemple, qui fait des sons sur un plateau, a priori, il a été rémunéré par une production. Alors, les sons lui appartiennent à lui ou à la production ? Bon, en fait, la production, elle va être incapable de les gérer, ces sons. Concrètement, même si elles lui appartiennent, elle ne saura jamais gérer ces sons-là parce que elle n'en fait rien du tout, quoi. Elle se retrouve même avec la même problématique que nous, d'une certaine manière. Si ça pouvait immédiatement leur rapporter des sous, elle les gérerait, il n'y a aucun souci. Mais comme c'est ingérable, de fait, elle les a dans un coin éventuellement, elle ne les demande même pas, à mon avis. Et donc c'est le chef-op qui les garde et qui les transmet éventuellement à un monteur son. Lui-même va se récupérer avec des quantités de données colossales, donc il ne va pas pouvoir vraiment les gérer. Donc le problème, il se mord la queue un peu, quoi. Voilà. Hein, on va dire que c'est pas évident de s'en sortir. Mais il y a des problèmes de droit, c'est clair. Et pour te répondre, Christophe, l'idée, alors d'abord, il faut dire merci à eux, que c'est beaucoup les étudiants qui ont amorcé ça depuis une dizaine d'années. Donc on a produit des sons principalement en PACA autour de ça. Et puis l'idée a germé peu à peu, hein, finalement. C'est même la SAT qui nous a identifiés à un moment donné en disant, voilà, c'est Jacques qui avait croisé Laetitia, pour le dire comme ça. Et donc, au fond, on n'avait pas modélisé notre plan de développement à l'avance, pas du tout. Donc le projet, il était pédagogique à la base. Il était vraiment pédagogique. Et puis maintenant, on se retrouve face à peut-être à une nouvelle potentialité. Et le modèle est complètement inventé. Donc ça veut dire, est-ce que des monteurs son, des chefs opérateurs du son vont alimenter cette base de données ? Il faudrait les rémunérer pour ça. Il n'y a pas d'alternative. Or, une base de données comme ça, pour qu'elle commence à avoir de la valeur, il faut, sur des sons de France, il faut, 50 000 sons, ou 20 000 sons, allez 20 000 sons. Donc, sauf s'ils sont super qualifiés, parce que je parlais d'une ambiance de stade Vélodrome, elle peut fatalement intéresser celle-là. Hein, elle peut fatalement intéresser parce que ça peut se produire, et si on l'a pas, on l'a pas. Voilà. Donc il y a des sons comme ça qui, à mon avis, ont vraiment une certaine valeur. Il faudrait arriver à les identifier. En même temps, si c'est pour avoir 500 sons super qui vont toujours servir les mêmes, on n'est pas dans, ça amène pas à la création finalement. Donc voilà, il y a tout à inventer, à repositionner. Voilà. Et on est dans cette phase-là en fait. Est-ce que vous êtes en contact avec d'autres institutions ? Parce que je sais, en Danemark, il y a une sonothèque dans le radio. Il y a du côté du radio historique qui est très élaboré. Et je sais aussi en Italie, sur le son de films italiens, ça existe aussi. Je ne sais pas si vous êtes en contact. On s'est vraiment positionné sur des sons cinématographique, on va dire. Il existe par exemple une sonothèque qui est très 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 bien, qui est développée au sein d'Aix-Marseille Université, à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, mais qui est davantage à vocation anthropologique, sociologique, etc. Il y a un laboratoire qui est à Grenoble qui s'appelle le Cresson, qui travaille aussi sur des sons, mais qui sont davantage des sons d'urbanisme, par exemple. Donc en fait, on est quand même sur quelque chose de bien spécifique. Alors dans ce domaine bien spécifique, c'est pour ça qu'on l'a appelé Son de France. A priori, en tout cas en France, il n'y a rien d'analogue. Alors
normal, hein, puisqu'on a vu que c'était assez compliqué d'arriver à trouver un bon modèle économique autour de ça. Mais par exemple, la BBC a développé quand même quelque chose d'intéressant. Et puis il y a des grosses bases de données de sons américaines qui existent, qui d'ailleurs ont un peu de mal à se renouveler, hein, les Sound IDs, Hollywood Edge, tout ça. Donc en tout cas, d'un point de vue, je dirais, marketing, il y a quelque chose qui pourrait se jouer. Voilà, il y a quelque chose qui pourrait se jouer. Mais ça, c'est une première chose. Maintenant, reste effectivement à amorcer le modèle économique. Et je ne suis pas complètement sûr qu'il y ait des bases complètement analogues qui aient complètement solutionné ce problème-là. On va rester. Mais, ouais. Ça sera la dernière question, je suis désolé, parce qu'il est 12h30. Et... Voilà. Comme on parle de patrimoine audio, est-ce qu'à un moment donné, parce qu'on parle de saison, de moments dans la journée, est-ce qu'à un moment donné, parce qu'on imagine, bravo pour ce projet, qu'il va durer, de notion de date, de dater les sons. Chaque son est daté. Ah. Effectivement, chaque son qui est inséré dans la base de données est daté sous forme de métadonnées. En fait, il y a un format qui est en train de sortir, enfin qui est en train de normaliser un peu l'écriture des métadonnées dans les fichiers sons, c'est le format IXML. Et idéalement, ce qu'on aimerait, c'est que tous les critères de recherche qui sont rentrés pendant la phase de contribution, quand on rentre un son, que tous les mots-clés, etc., soient mis sous forme d'un fichier IXML dans le fichier son, de façon aussi vu que c'est un standard, c'est en passant par des standards qu'on va assurer une pérennité à ce niveau-là, justement, et qu'en plus de ça, en plus de la pérennité, on assure aussi, on va dire, une transversalité avec d'autres logiciels aussi, parce qu'on sait aussi qu'il y a d'autres logiciels qui permettent de faire de la recherche de son, et c'est le standard qui arrive, enfin qui est en train de se mettre en place, et qui a priori est le mieux parti pour être adopté par les professionnels. Jacques, juste un mot, juste vraiment un mot, parce qu'effectivement, la notion de mouvement que vous évoquiez tout à l'heure, elle est vraiment tellement fondamentale dans le son, quoi. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de son. Alors c'est vrai qu'on la retranscrit un petit peu par cette notion de dynamique, mais c'est pas suffisant. Je suis d'accord que c'est pas du tout suffisant. Et il y a peut-être quelque chose à inventer sur cette notion de mouvement. Je pense que c'est intéressant. Alors, à propos de mouvement, moi, je voudrais dire simplement que ce genre de rencontre, enfin cette rencontre, il y en aura d'autres, est fondamentale, je pense, pour le développement de la Sonothèque, de ce projet. Je remercie en tout cas le festival de nous avoir accueillis, le public et puis nos intervenants, Christophe, Thierry qui est parti en salle en projection pour les courts-métrages. Bon, je pense que tout ce qui a été dit est fondamentalement utile pour la suite du projet. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine étape. Voilà. Merci beaucoup. Et puis à l'apéro, tout le monde est là. Vous pouvez continuer la discussion autour d'un verre à côté. Merci.